Contact extraterrestre avec la planète Elyséum. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Elyséum de la galaxie Pavos, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 2. Le travail est choisi, utile et réparti. Un quart des habitants s'occupent de la production alimentaire. Les autres remplissent des fonctions techniques, éducatives, recherche ou maintenance, la plupart depuis le village. Chaque communauté possède une spécialité intégrée dans un réseau coopératif global. Elyséum préfère la production humaine et conviviale, plutôt que des mégastructures entièrement robotisées, afin de préserver un rythme respectueux de la vie. Deux principes soutiennent l'ensemble: la sécurité matérielle pour tous, permettant le développement humain, et la mobilité professionnelle, libre, où chacun peut se former et transmettre son savoir. Il n'y a pas de hiérarchie fixe, seulement la responsabilité personnelle et le service du bien commun. Politiquement, chaque village est autonome, puis regroupé en districts et régions, formant une société coopérative harmonieuse. Les décisions collectives dans le village sont orientées par un conseil de sages, dont Thalès est l'un des représentants. Mais l'autonomie des villages est préservée dans un cadre fédératif souple. Thomas aperçoit une civilisation pensée pour l'épanouissement humain, plutôt que pour la consommation. L'argent existe sous forme d'unités appelées meriatas, mais n'est qu'un outil d'échange et non un but, sans accumulation. Les meriatas s'échangent pour des biens ou services à usage individuel, qu'ils peuvent décider de donner à leur village ou à un autre en cas de besoin, car chacun s'occupe aussi du bien-être des autres villages. C'est un outil d'échange totalement non commercial. Le chômage n'existe pas, car chacun a une place utile et contribue à la communauté. Thomas y voit un modèle profondément humain, à l'opposé des dérives économiques et sociales de la Terre. Sur Elyséum, il n'existe pas de hiérarchie classique. Les décisions naissent d'une sagesse collective plutôt que d'un leader unique. Grâce à un système de lecture mentale par un ordinateur central, les idées de chacun sont enregistrées, comparées et synthétisées jusqu'à faire émerger un consensus clair. Ainsi, le peuple avance ensemble, guidé non par l'autorité d'un chef élu, mais par l'intelligence commune et partagée. Thomas rapporte que la santé est considérée comme une responsabilité personnelle et collective. La prévention prime sur le traitement, et les causes émotionnelles et relationnelles des déséquilibres sont abordées dès l'enfance. L'alimentation est simple, majoritairement végétale, issue de cultures respectueuses du vivant. Les repas pris en commun sont autant des moments de nutrition que de lien social. Thomas est frappé par l'absence de tension, de compétition ou de précipitation dans la vie quotidienne. Les Élyséens ne cherchent pas à le convaincre ni à l'endoctriner. Ils lui montrent simplement comment ils vivent, laissant à chacun la liberté d'en tirer ses propres conclusions. Il comprend que la promesse d'Elyséum ne réside pas dans une technologie spectaculaire ou une supériorité affichée, mais dans une manière cohérente et consciente d'habiter la vie, que l'humanité terrestre pourrait choisir d'explorer à son tour. Thomas est progressivement invité à comprendre plus en profondeur les fondements de leur civilisation. Les Élyséens insistent sur l'idée que leur société n'est pas née d'un progrès technologique soudain, mais d'une évolution lente et consciente de la compréhension de l'être humain. Ils expliquent que leur passé fut autrefois comparable à celui de la Terre, marqué par des conflits, des déséquilibres sociaux et une exploitation excessive de la nature. Ce n'est qu'en reconnaissant les limites de ces modèles qu'ils ont entrepris une transformation collective fondée sur la responsabilité individuelle et la maturation intérieure. Ils découvrent que la société élyséenne s'articule autour de ce qu'ils appellent les 4 visages de l'humanité: le spirituel, l'émotionnel, l'intellectuel et le corporel. Aucun de ces 4 aspects ne doit dominer les autres. L'équilibre est la condition d'une vie harmonieuse. L'éducation, la santé, l'organisation sociale et même les technologies sont pensées en fonction de cet équilibre. Thomas assiste à des moments d'enseignement en plein air, à des échanges communautaires, à des pratiques de méditation et de prière qui ne relèvent pas d'une religion formalisée, mais d'une attention constante à la dimension intérieure de l'être. Thomas passe son 2e jour sur Elyséum dans le bois de la déesse, lieu sacré chargé de hautes fréquences de guérison, où il est emmené par Ali rencontrer Face,
maîtresse spirituelle chargée de lui transmettre le premier des 4 visages. Avi repart et les laisse seuls. Elle est assise contre un arbre géant, la tête inclinée en pleine méditation, évoquant le Bouddha aux yeux de Thomas. Elle est entourée de paniers contenant des fleurs, des fruits, des petites pierres colorées et des amulettes. Faith est une femme, vivante et rayonnante, d'un peu moins de 40 ans. Elle a des yeux gris clairs et le rire facile. Une présence vitale semble émaner de sa personne. Quelque chose de dynamique et de transcendant, de royal. Elle l'enseigne. Ici, aucune religion institutionnelle. Les Égyptiens croient en une énergie unique qu'ils appellent Dieu, source vivante présente en toutes choses. Faith enseigne que l'homme est d'abord un être spirituel, régi par des lois qui sous-tendent la vie, comme les lois physiques. Ignorer cette réalité mène aux dérives individuelles et collectives. Elle illustre la fidélité à sa nature, déconstruit les idées terrestres d'un Dieu punisseur ou arbitraire, et rappelle que la responsabilité revient à chacun. La vie spirituelle n'est ni fuite ni miracle instantané, mais engagement, simplicité, écoute intérieure et responsabilité. Elle parle de désir à purifier, de peur à reconnaître, et montre que la joie se trouve en soi, non dans l'accumulation extérieure. Dans ce bois rempli d'animaux et de lumière, Thomas se sent touché et consolé. Il comprend que l'éternité se vit maintenant, que la mort est un passage, et que la vraie tâche est de devenir ce qu'il est vraiment. Des sentiers de prière très anciens, parcours forêts et carrières, servant à la fois de lieu de méditation, d'enseignement et de célébration. Thomas découvre des pratiques appelées orbites de prière, qui guident l'attention du proche au lointain, du personnel à l'universel, dans un mouvement d'unification intérieure. Après une prière élargie en orbite, du soi au monde, Faith le laisse poursuivre seul, méditant sur son parcours et choisissant d'instaurer une pratique quotidienne. Thomas avait déjà été présenté à plusieurs personnes lors d'un tour du village le premier jour, dont une femme si belle qu'il ne l'avait pas oubliée. Grand, mince avec des yeux d'un bleu intense et des cheveux blonds. Il est ravi quand il voit que c'est vers elle qu'il est emmené par Ali, pour passer un moment, afin d'être enseigné pour la suite. Elle s'appelle Issa. Ali repart et le laisse seul avec elle. Issa, professeur de culture émotionnelle, explique à Thomas le deuxième visage de l'humain. Sur Elyséum, on apprend dès l'enfance à nommer, comprendre et canaliser les émotions, reconnues comme des mouvements transitoires influençant pensée, santé et relations. Peur, colère ou jalousie ne sont pas rejetées, mais apprivoisées comme des signaux utiles. Refoulées, elles deviennent destructrices et se transmettent de génération en génération. Guérir ces blessures permet de retrouver sa nature profonde, plutôt que de vivre en réaction. Et cette maturité émotionnelle se traduit par des relations affectives stables, une parentalité responsable et une capacité des jeunes à exprimer leurs ressentis sans agressivité ni culpabilité, dans une quête de plénitude et de bonheur. Issa explique que pour les Élyséens, l'amour est l'expression la plus élevée de la vie, enseignement transmis il y a 4000 ans, lorsque le Christ vécut parmi eux et en fit la pierre angulaire de son message. Thomas poursuit son apprentissage auprès d'Issa, qui lui montre qu'à Elyséum, on soigne les émotions en les reconnaissant, sans s'y identifier. Colère, peur ou jalousie ne définissent pas la personne et se dissipent lorsqu'on les accueille plutôt que de les refouler. Chacun est responsable de son ressenti. Les émotions influencent la santé et guérir ces blessures permet de devenir un pôle de paix. Un poney qui souffre à qui Issa retire une écharpe dans le sabot et retrouve sa joie de vivre lui sert d'illustration pour l'enseigner. On apprend aux enfants à repérer leurs réactions automatiques, à laisser les émotions circuler dans le corps et à les transformer par le pardon, la douceur et l'amour. Fondement d'un modèle familial stable où le couple s'engage durablement. Thomas trouve Issa d'une beauté à couper le souffle, et il l'observa avec une attention soutenue et des pensées vagabondes si fortes qu'elle le capta et elle sourit. Issa explique à Thomas qu'il est normal de manifester ses émotions, car elles sont l'expression la plus vraie de l'humain. Il ne doit pas cacher les siennes. Sur Elyséum, il refuse la mentalité de victime. Il n'attribue pas les émotions à la cause extérieure de quelqu'un d'autre qui les provoque, et eux seuls en sont les auteurs. Issa dit à Thomas que les personnes dont le cœur est bon comme lui doivent apprendre à accepter, à s'aimer et à se pardonner.
Il faut ne pas tenir rancune aux autres pour réhabiliter la relation avec eux et avancer. Thomas a lié une proximité partagée avec Issa, et il se sépare avec tristesse quand il voit de loin Ali revenir. Issa semblant partager avec plaisir une étreinte prolongée d'au revoir. Une connexion est née entre eux durant cette rencontre. Thomas repart touché, comprenant que la maîtrise émotionnelle est un pilier essentiel des lycéens. Thomas rencontre Aaron, maître du troisième visage, d'apparence jeune, peut-être 28 ans, vêtu d'une robe grise et chaussures en toile, cheveux bruns, yeux noirs. Il est maître consacré à l'esprit, dans un village entouré de sources chaudes et d'une faune spectaculaire dont les immenses oiseaux Topoponos de 4 mètres de long. Aaron lui expose la vision élyséenne de l'esprit, un flux mobile qu'il faut apprendre à discipliner pour en faire un outil créatif, concentré et réceptif à l'inspiration. Pensée, santé et réalité sont liées. La visualisation, la suggestion et l'amour transmis à distance ont des effets mesurables. Et l'hygiène mentale consiste à choisir les pensées qui élèvent plutôt que celles qui affaiblissent. Cette hygiène est cultivée avec autant de soin que l'hygiène physique, grâce à des pratiques quotidiennes de concentration, de silence intérieur et de discernement. Dans les bassins thermaux, Thomas comprend que ce troisième visage invite à pacifier l'esprit, à le gouverner plutôt qu'à s'y laisser entraîner, pour créer, guérir et relier. Aaron montre à Thomas que des pensées sont, pour les Élyséens, de véritables réalités agissantes, qui influencent à la fois l'individu et son environnement, et fonctionnent comme des ondes sur l'eau, se réfléchissant sur les bords du bassin. Ce que l'on émet revient tôt ou tard vers soi. Ainsi, nourrir la critique ou la haine blesse d'abord l'émetteur, tandis qu'une pensée aimante rayonne positivement. L'esprit doit donc être discipliné, orienté vers le bien et allié au cœur, pour éviter que l'intelligence ne devienne froide ou destructrice. Cette hygiène mentale demande d'échapper au conditionnement collectif, de choisir des pensées élevantes et d'examiner régulièrement sa vie grâce au bilan de vie annuel pour réajuster son cap. Touché, Thomas repart conscient de la force créatrice ou destructrice de la pensée et de la nécessité de vivre en accord avec les 4 visages de l'humanité. Comme le lui avait promis Alisha avant qu'il ne parte, Thomas a plusieurs fois entendu le vent lui parler, comme des murmures parlant dans son cœur à certains moments clés, après la découverte de chacun des visages de l'humain. Ali annonce à Thomas que son séjour, prévu initialement plus long, va être probablement écourté à cause de conditions de météo spatiale qui s'est modifiée et obligera à un départ avancé. Il attend d'en savoir plus. Le 4e visage lui est enseigné par Simin, habitant un autre village, où il est mené en transport par Rika, qui lui dit que Simin est un de ses meilleurs amis. Elle reste avec lui durant cette rencontre, qui a lieu dans un grand bâtiment du village. D'apparence sexagénaire, Simin est en fait âgé de 109 ans, et il confectionne entre autres du pain et un jus de légumes, pendant que Thomas est présent tout en lui parlant. Il enseigne que sur le plan corporel, l'équilibre est recherché par une alimentation simple, un exercice régulier et un respect profond des rythmes naturels. Simin énonce qu'il y a 10 lois sur la bonne santé, qu'il énonce à Thomas mais trop longues à détailler ici. Les Élyséens suivent des lois alimentaires stables, transmises depuis des générations. Ils mangent en quantité modérée, privilégient des aliments complets et naturels, laissent régulièrement l'appareil digestif se reposer par le jeûne, boivent une eau pure en abondance et considèrent la nourriture comme une véritable médecine. Une petite minorité d'Élyséens mangent de la viande, et ils se chargent eux-mêmes de l'élevage et abattage, mais souvent ils en sont dissuadés par leurs enfants pour l'amour des animaux. Les Élyséens sont essentiellement végétariens, mais c'est un choix individuel basé sur le respect de la vie animale. Ils mangent des fruits et légumes fraîchement cueillis, cultivés localement. Les chocs psychiques sont reconnus comme ayant un impact direct sur le corps, et la responsabilité personnelle en matière de santé est constamment rappelée. Simin dit avoir visité la Terre il y a 80 ans, et que le mode de vie y était alors plus naturel et proche du leur qu'aujourd'hui où tout s'est dégradé sur Terre. Simin avertit que la bonne santé est un moyen pour pouvoir vivre une vie plus riche et belle et non une faim. Ceux qui passent leur temps à cultiver leur corps pour le rendre beau et musclé passent à côté de l'essentiel. Simin offre à Thomas une miche de pain qu'il a cuite avant qu'il ne reparte. Thomas découvre avec émerveillement l'école d'Elyséum aux côtés de Safano, un spécialiste de l'éducation qui n'enseigne plus, mais l'a fait très longtemps. C'est Ali qui l'a emmené chez Safano et le laisse avec lui.
Leur éducation est conçue pour former des êtres complets, éveiller l'identité profonde des enfants et développer leur sagesse, plutôt que de simplement accumuler des connaissances qui pour eux sont réservées aux bibliothèques et aux ordinateurs. L'enseignement, considéré comme une charge noble, est exercé à tour de rôle afin que la transmission ne devienne jamais un pouvoir figé. Thomas visite un lieu d'enseignement, une simple salle circulaire dans la nature. Il n'y a pas de bâtiment scolaire artificiel pour enseigner à proprement parler. Les classes petites, 8 à 10 élèves, mobiles et souvent en plein air, sont guidées par des enseignants, engagés, qui transmettent ce qu'ils vivent. Il est enseigné aux enfants les 4 visages de l'humain. Les méthodes privilégient la coopération, l'apprentissage par l'enseignement à d'autres groupes, le débat en binôme, la créativité nourrie par le silence intérieur, l'immersion sensorielle et le journal des rêves comme outil de connaissance de soi. Les élèves apprennent à penser par eux-mêmes, à cultiver leur autonomie et à choisir plus tard une voie professionnelle qui corresponde à leurs talents, mais au service de la communauté, dans l'esprit de former des êtres équilibrés plutôt que des spécialistes performants. Thomas observe que l'environnement est considéré comme un organe du corps collectif. La planète n'est pas un décor ou une ressource, mais une entité vivante à préserver. Les écosystèmes sont restaurés avec soin. La frugalité est vécue comme une richesse, et les choix techniques sont constamment évalués en lien à leur impact à long terme. Cette relation intime avec la nature se manifeste dans la présence d'animaux non craintifs, de paysages préservés et d'une biodiversité foisonnante. Lors d'un repas rassemblant ces divers guides, il apprend avec émotion que son départ est avancé au lendemain. Avant leur fête d'adieu, Thalès lui livre un dernier enseignement destiné aux terriens. Sur Terre, à cause du comportement humain, le climat change, les raz-de-marée et séismes seront plus importants. Des pans de côte entiers pourraient être engloutis, des pays entiers anéantis, engendrant beaucoup de souffrances. Il dit que la Terre est vraiment proche d'une destruction sans précédent. Les terriens doivent intervenir et prendre les mesures nécessaires, et c'est possible. C'est surtout le modèle économique de notre monde qui le mène à sa perte. Thalès parle de l'importance de l'unité entre les humains, avec la nature et avec le cosmos, comme clé de résolution des crises du monde. Et ceci est la promesse d'Elyséum, que nous pouvons inverser les effets négatifs en appliquant ces lois universelles. Thomas participe à une cérémonie simple, mais profondément émouvante. Des chants poétiques, de la musique de chambre, des danses narratives et des récitations accompagnent ce moment d'adieu. L'art sur Élyséum n'est jamais une performance destinée à impressionner, mais une expression de l'équilibre intérieur et de l'intelligence du cœur. Le lendemain, juste avant son départ, Thomas reçoit plusieurs objets symboliques offerts par ses guides, censés résumer les enseignements vécus. Un cristal, offert par Face, représentant la nature spirituelle de l'être. Une statuette de poney en porcelaine, offerte par Issa, qui l'embrasse, évoquant la capacité à transmuter la souffrance en joie. Une toile, figurant un lac paisible, offerte par Aharon, pour rappeler la clarté de l'esprit. Une miche de pain donnée par Simine, symbolisant le lien et le partage, et une sculpture à 4 faces, offerte par Thalès, incarnant l'équilibre des dimensions humaines avec ses 4 visages. Une lettre scellée lui est également remise, avec pour seule consigne de l'ouvrir lorsqu'il en recevra l'indication. Le contenu de cette lettre ne sera jamais révélé dans le livre. Au moment du départ, Thomas ressent une profonde gratitude mêlée de mélancolie. Il sait qu'il emporte avec lui bien plus que des souvenirs ou des objets, une vision de la vie radicalement différente, mais étonnamment simple. À Thomas qui se demande comment il va transmettre les compréhensions vues sur Élyséum, Ali lui suggère de simplement écrire ce qu'il a vu, sous la forme de récits de vécu. Le voyage de retour se déroule dans le même calme que l'aller, mais le vaisseau est différent, de forme allongée et 3 fois plus grand qu'à l'aller, avec 18 membres d'équipage, dont Ali et Rika. Le trajet ira aussi beaucoup plus vite et Thomas ne peut rien distinguer à l'extérieur, tant la vitesse est grande, tout est trouble. À l'approche de la Terre, Thomas observe une dernière fois la planète depuis l'espace, frappé par sa beauté et par l'absence de frontières visibles. Cette vision renforce en lui le sentiment d'urgence et de responsabilité. Ali, Rika et lui prennent une navette sphère depuis le vaisseau resté en orbite terrestre et il est déposé à Yosemite, presque exactement à l'endroit de son départ, comme si le temps et l'espace s'étaient refermés sur cette parenthèse hors du commun. Ils retrouvent tous là-bas Alisha et Dave et ils sont main dans la main. Et les parents d'Alisha sont heureux de la retrouver. Thomas lui dit qu'il a bien entendu le vent lui parler. Alisha, Rika et Ali
leur font leurs adieux et repartent avec leur navette. De retour à sa vie terrestre, Thomas ressent un profond décalage avec les rythmes et préoccupations quotidiennes. Il retrouve ses enfants en Floride et commence quelques mois plus tard la rédaction de son manuscrit, cherchant à restituer son expérience avec fidélité et sobriété, tout en reconnaissant qu'elle ne repose que sur sa parole sans preuve matérielle. Pour Thomas, la promesse d'Elyséum n'est pas une révélation spectaculaire, mais une invitation à rééquilibrer la vie humaine, à soigner les causes profondes de la souffrance et à choisir librement une voie plus consciente. Qu'il s'agisse d'un témoignage réel ou symbolique, il estime que cette vision mérite d'être partagée comme un miroir offert à l'humanité, non comme un modèle imposé. Conscient des limites de son récit, Thomas accepte l'absence totale de validation extérieure, sans compter qu'il y a un flou entourant son identité et celle de Dave. Il admet que son témoignage puisse être perçu comme une fiction ou une parabole. Loin d'y voir un échec, il considère ce silence comme cohérent, avec un message qui ne cherche pas à convaincre, mais à raisonner intérieurement dans la liberté de chacun. Des éléments techniques évoqués par les Élyséens trouvent des échos dans d'autres récits de contacts extraterrestres, notamment concernant la notion de météo spatiale, due à des activités cosmologiques qui perturbent les routes magnétiques interstellaires, ou l'impact des activités nucléaires humaines sur les équilibres cosmiques. Ces convergences ne constituent pas des preuves, mais elles nourrissent la réflexion sur la véracité du document. Dans sa vie quotidienne, Thomas s'efforce d'intégrer les enseignements de l'Elyséum de manière simple et concrète, sans se poser en vide ni fonder un mouvement. Il cherche à maintenir un équilibre entre spiritualité discrète, attention aux émotions, pensée responsable et soins du corps. Pour lui, la promesse d'Elyséum n'est ni technologique ni lointaine, mais une invitation exigeante à se regarder lucidement et à choisir librement une autre manière de vivre. Il ne propose aucune vérité absolue ni salut extérieur, mais conclut avec humilité, en plaçant la responsabilité du changement entre les mains de chacun, offrant un possible chemin vers une humanité plus consciente, sobre et aimante. Par un courrier écrit par Thomas à Dave, et publié dans le livre en annexe, on apprend que Thomas, basé en Floride, a pu parler de façon posée avec son ex-compagne. Et même si ce n'était pas ce qu'il aurait souhaité, ils ont conclu une vie séparée, mais apaisée de leur tension passée. Il vit seul. Thomas veut se lancer dans la création d'un village familial, comme il en a vu sur Elyséum. Dave est finalement parti faire des études d'écologie à Seattle. Il lui envoie le manuscrit de son récit en lui demandant de le faire circuler et partager. Dave lui répond par un courrier que lui aussi essaie d'appliquer ce qu'Elyséum leur a enseigné, et qu'il a constitué un groupe de réflexion sur le manuscrit de Thomas avec ses plus proches amis. Il lui demande de lui faire savoir quand un village famille aura été fondé par Thomas pour aller s'y installer. On ne sait pas comment le manuscrit anglais est arrivé à la maison d'édition suisse Vive et Soleil, spécialisée dans le développement personnel, et maintenant disparu, qu'il a fait traduire en français et publié sous le titre « La promesse d'Elyséum ». Nulle part le manuscrit anglais original n'a été publié publiquement autrement. On n'en saura pas plus sur l'identité de Dave ou de Thomas, ni de la suite. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.